Et Burton n'a clairement rien compris au principe de cette histoire, et cela se voit également dans les références que le film fait à son original. Le plus criant étant probablement quand on rappelle l'acteur original, Charlton Heston, qui jouait Taylor, qu'on le grime en singe au point qu'il soit totalement impossible à reconnaître, et qu'on lui fait refaire sa réplique de fin. Une réplique de légende, une réplique inscrite en lettres dorées dans l'histoire d'Hollywood, du cinéma de science-fiction, et oserais-je même dire, du cinéma en général. Dans l'original, après avoir passé tout le film à lutter pour qu'on lui rende sa liberté et surtout son statut d'humain, il finira par se rendre compte que... Ah oui, merde. Il y en a qui ont toujours pas vu le film. Il réalise donc un truc et hurle ceci. Damn you! God damn you all to hell! Dans la version de Burton, cette phrase revient en plein milieu du film. La réplique culte arrive au milieu du film, prononcée par un singe, alors qu'elle doit être le cri de colère d'un humain envers les humains, et surtout, qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe après un speech genre « Ah oui, on va placer la réplique culte ici ». Damn them all to hell! Il en va de même pour cette autre réplique culte. Dans l'original, Taylor a été blessé par la battue des singes et ne peut pas parler comme les autres humains de la planète. Après avoir été maltraité et rabaissé au rang d'animal depuis sa capture, sa gorge est enfin réparée et il laisse éclater sa colère. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! C'est fort, c'est puissant, c'est beau, et ici c'est raté. Dans le reboot de 2011, la même réplique a été reprise et placée dans la bouche de Tom Felton, qui joue un odieux connard qui méprise les singes. Avec lui, la réplique est dite avec une rage, une haine et un mépris absolument palpable. On sent qu'il le mordrait s'il le pouvait. Take your stinking paw off me, you damn dirty ape! C'est fort, c'est puissant, c'est beau, et ici c'est raté. Take your stinking hands off me, you damn dirty human! C'est Michael Clarke Duncan quand même, merde! Cette réplique est malvenue, elle met trop de temps à venir. Vous savez, c'est ce genre de phrase qui est beaucoup trop longue pour l'idée et le sentiment qu'elle doit exprimer. En plus, la diriger vers les humains est complètement contre-productif, puisque cette phrase doit être la marque d'une opposition aux singes, à notre animalité que l'on renie et qu'on ne veut pas voir. Et cette réplique, qui est écrite pour être marquante, ne devient qu'une insulte de plus des singes. Concernant les humains d'ailleurs. Je l'ai dit, dans le remake, ils parlent et sont tout à fait normaux. Dans la version originale, ils étaient tous muets et à la peau mate et aux cheveux noirs. L'intérêt de tout cela, c'est que lorsque Taylor arrivait, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus et sa peau blanche, il était tout de suite spécial aux yeux des autres singes, d'où le fait que Zira soit intéressée par lui et le garde dans sa compagnie plus longtemps pour l'aider dans son étude de l'humanité et ses tentatives de prouver que ce sont des créatures intelligentes. Son intérêt pour lui était scientifique, et avait l'intelligence de s'éloigner du cliché « moi femme, toi homme, moi vouloir baiser, donc moi aidez-toi ». Zira a déjà un petit ami, Cornelius, et quand Taylor va lui demander un baiser, elle lui répondra qu'il est repoussant. Ici, ce cliché est ajouté à un triangle amoureux totalement stupide et ne sert vraiment à rien dans l'histoire. Mais il y a peut-être une raison à cela. Ce film est le premier dans lequel Burton fait jouer un rôle à sa future femme, la nouvellement rencontrée Helena Bonham Carter. L'actrice, à la carrière bien remplie mais un peu terne, s'était fait repérer 2 ans avant en jouant le personnage principal féminin dans Fight Club. Burton l'a rejoint après une longue relation avec une autre actrice, Lisa Mary, qui avait joué par exemple... Qui avait joué par exemple la mère d'Ichabod dans Sleepy Hollow, et joué la femme alien de Mars Attacks. On comprend enfin pourquoi elle est sur l'affiche du film alors qu'elle est 5 minutes à l'écran. Et Vampira dans Ed Wood, et qui a également joué dans... Oh! Ça se fait pas, Tim! D'ailleurs, ce plan est le seul où les 2 femmes apparaissent simultanément pendant le repas. Et encore, le personnage de Lisa Marie restant de profil toute la scène, il n'est pas impossible que ce soit une doublure. J'ai noté une différence notable d'ailleurs, c'est que Lisa Marie ne faisait que des rôles secondaires dans les films de son mari, alors que Bonham s'accapare constamment le rôle principal. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas si c'est vraiment elle qui lui demande quoi que ce soit ou si c'est lui qui lui propose. Je ne fais que constater que Helena, dans Sleepy Hollow, aurait joué Lady Von Tassel, dans Ed Wood aurait joué l'une des compagnes de Ed, et dans Mars Attacks aurait joué par exemple le rôle de Barbara ou de la première dame. Mais peut-être suis-je médisant. Vient ensuite un film que j'ai mis énormément de temps à voir. En fait, je l'ai vu pour cette critique. Jusque-là, j'en avais jamais vu une seule image, juste l'affiche dans les vidéoclubs. Parce que oui, je fais partie de cette génération qui a été dans des vidéoclubs. Mais jamais il m'avait attiré. Pourtant, même, et surtout récemment, beaucoup de gens m'avaient témoigné une affection toute particulière pour ce film. Et ce film, c'est Big Fish.
L'histoire de Big Fish est celle de la famille Bloom, et tout particulièrement la relation entre le père, joué par Albert Finney, Edward Bloom, ça commence à devenir énervant, ces personnages principaux qui s'appellent Edward, et de son fils William, interprété par Billy Crudup, avec qui il est en froid depuis qu'il a découvert que c'était un très mauvais acteur. Come on, Will, everyone loves that story. No, Dad, they don't. I don't love that story. Not anymore. Not after 1,000 times. Ah non, pardon. C'est parce que le père ne peut pas s'empêcher d'être le centre de l'attention en racontant des histoires abracadabrantesques à son fils qui est un très mauvais acteur. Ce mec joue mal! Le scénario se déroule pendant les derniers jours de la vie de Ed et revient sur l'histoire de sa vie. Il l'a toujours raconté de façon extrêmement romancée, tout particulièrement le jour de la naissance de son fils Will, qui a donc l'impression de ne pas connaître son père et lui reproche de lui mentir. Lorsqu'il tombe malade, son fils quitte Paris où il vit avec sa femme, jouée par Marion Cotillard, qui à l'époque n'était ni détestée ni internationale. C'est souvent elle qui sera le moteur du film, puisque, pièce rapportée, elle ne sait pas encore toutes les histoires de famille de son mari et découvre la plupart de ses récits pour la première fois. Diverses personnes vont raconter ses vieux souvenirs et ses vieilles histoires, revenant sur son enfance, son départ de sa ville natale avec un géant, sa rencontre avec la femme de sa vie, son expérience de guerre et l'accomplissement de sa vie. Pendant ces récits, il est interprété par l'excellent acteur britannique Ewan McGregor. Pourquoi j'insiste sur l'aspect britannique ? Eh bien, Ewan McGregor est un acteur formidable, qui en plus choisit souvent d'excellents films, et dont la carrière est à la fois excellente à suivre et remplie de rôles très forts. Un de ses premiers succès, Trainspotting, le montrait avec un accent écossais à couper au couteau, mais parfait. Eh bien, on ne peut pas en dire autant de son accent sudiste. Il a déclaré après le tournage avoir beaucoup aimé travailler avec cet accent, mais le résultat n'est juste pas crédible une seule seconde. Enfin, ce n'est pas vraiment problématique, son accent fait aussi faux que l'histoire qu'il raconte, donc quelque part, tout cela reste cohérent. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux Big Fish que de nombreuses personnes qualifient de meilleur film de Burton ? Eh ben, vous avez pas une très haute estime de Burton, en fin de compte. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas un mauvais film, c'est même plutôt pas mal. Je n'ai pas vraiment été charmé par l'histoire, mais c'est un point de vue assez personnel. Je ne vois simplement pas ce que ce film a de si extraordinaire. Ce n'est qu'un tire-larme de plus, bien réalisé, mais rien de marquant ni d'inoubliable. Les histoires que raconte Ed sont fantasques, mais n'ont rien de particulièrement marquante et ne restent pas spécialement en tête. J'aime le retournement de la fin, j'aime ne pas avoir été en mesure de prédire à l'avance la dernière histoire, mais je m'attendais en revanche à cette fin depuis le tout début du film. Pour vous dire jusqu'à quel point je m'y attendais, c'est que pendant des scènes tout à fait communes, je sentais mes yeux s'embuer pour se préparer à la belle et grande réplique qui fait mouche. His other life, you were real. Comme par hasard sorti par Helena Bonham Carter, ou pour la grande scène de fin qui allait nous faire réaliser à quel point tout cela était profond et touchant, etc., etc., etc. Le tire-larme n'est pas forcément un sous-genre, ou une mauvaise chose en soi, j'en apprécie souvent. Je trouve que Burton se limite beaucoup. Bien sûr, l'histoire n'est pas de lui, mais vient d'un roman, mais j'attendais tout de même un peu plus que ça après ce qu'il avait fait avant. Un exemple, il a pris la décision de faire jouer Ed par Ewan McGregor dès ses 18 ans. D'une part, cela perd un peu le spectateur qui s'attendait à ce que les personnages soient bien plus vieux jusqu'à ce qu'il donne clairement son âge. Et je ne suis pas opposé à cette idée du tout, mais dans ce cas, pourquoi ne pas aussi lui avoir fait jouer Ed enfant ? Pousser le concept jusqu'au bout. L'explication pourrait être que, dans sa tête, Ed se considérait déjà comme un adulte à l'époque. Le film essaye de faire passer ça en douceur, avec l'histoire selon laquelle Ed aurait grandi trop vite, restant au lit pendant 3 ans, jusqu'à achever sa transformation en Ewan McGregor. C'est clairement une histoire faite exprès pour corriger ce mauvais choix de réalisation, et cela se sent parce que c'est la seule histoire de laquelle on ne tire aucune leçon. Elle fait remplissage ou transition, mais elle ne fait manifestement pas partie de l'intrigue. Les histoires racontées par Ed sont tantôt drôles, tantôt aventureuses, tantôt romantiques, tantôt étranges. Chacune d'entre elles semble être un mini-conte qui permettrait à son fils d'apprendre à poursuivre ses rêves, à accepter de faire face aux difficultés de la vie, et à faire le bien autour de lui sans avoir peur de la mort, entre autres. Mais je ne les trouve pas sensationnelles. Celle qui m'a le plus marqué est sans doute l'histoire de Jenny, et c'est finalement celle qui est le plus ancrée dans la réalité. Et celle pendant la guerre, juste pour le portrait plein de clichés à la limite de l'insulte qu'il met dans cette séquence. Je trouve simplement que Big Fish n'est pas sensationnel, et certainement pas le film à retenir en priorité dans la filmographie de Burton. Il n'est pas aussi mauvais que d'autres, mais est très clairement au niveau du milieu général. C'est une jolie petite fable familiale, mais rien de transcendant. Je crois que mon principal problème est simplement que je n'adhère pas à la morale du film. Savoir apprécier son père pour ce qu'il est une chose, mais la vérité me semble plus importante à transmettre que les histoires. Mais nous entrons là dans des débats philosophiques qu'il ne serait pas pertinent de développer. J'essaie juste de vous expliquer pourquoi le film ne m'a pas vraiment plu sans être une daube. J'ai au moins du plaisir à revoir la plupart des Burton, alors que j'oublierais volontiers de revoir celui-ci. Après ce petit détour intimiste, Burton revient à ses premiers amours avec les films fantastiques, en adaptant le célèbre roman Charlie et la chocolaterie, avec Johnny Depp et Helena Bonham Carter. Alors que dire de Charlie et la chocolaterie ? Eh bien, c'est assez difficile. Le fait est que je me suis rendu compte que chacune des choses que je n'aime pas dans le film est en fait clairement voulue. Foncièrement, le film est construit comme une succession de séquences, sans réelle progression dramatique. Un jeune enfant nommé Charlie est fasciné par l'usine de chocolat créée par Willy Wonka, pour lequel son grand-père a longtemps travaillé, jusqu'à ce que Wonka renvoie tous ses employés pour mettre fin à l'espionnage industriel qui met en péril son travail. Un jour, il décide de lancer un grand jeu. Il a caché 5 tickets en or dans des tablettes à travers le monde, et les 5 enfants qui les trouveront seront invités à visiter son usine. Les gagnants sont l'allemand glouton Augustus Gloop,
une peste anglaise nommée Veruca Salt, une poufiasse américaine accro au chewing-gum et à la compétition nommée Violette Beauregard, et Mike Teavee, un garçon américain ultra-violent. Tout ce petit monde fait la rencontre de Willy Wonka, un personnage solitaire, marginal et exubérant, qui déteste les enfants et est très mal à l'aise en société. Il promet un cadeau spécial à l'un des enfants et le petit groupe part explorer la chocolaterie. Les séquences s'enchaînent alors sans réelle construction ni logique, voyant les enfants disparaître un à un comme dans un slasher movies au gré des salles explorées. Car le schéma est toujours le même, les personnages discutent et échangent quelques blagues jusqu'à ce qu'ils traversent une nouvelle salle dans laquelle un enfant succombera à son travers. Augustus sera victime de sa gloutonnerie, Veruca de son envie que ses parents ne savent absolument pas gérer, Violette de son orgueil et de son esprit de compétition incontrôlable, et Mike de... tout simplement de sa connerie en fait, provoquée par sa fascination pour la violence des jeux vidéo. Sympa le commentaire, hein les geeks. Ce film est clairement orienté pour les enfants, même si les adultes peuvent également rigoler un coup. Chaque séquence apporte une petite leçon et essaye de pousser les enfants à mieux se comporter, être moins égoïstes et savoir attendre. Leçon qui est principalement donnée par Charlie lui-même. Lui, ses parents et ses grands-parents vivent dans la pauvreté dans une bicoque en ruine. Il est assez intéressant de ne pas lui avoir fait découvrir le ticket dès le début, mais qu'il s'y reprenne à 3 fois. Je trouve beaucoup plus sain de faire rêver les enfants sur les hasards de la vie que sur les symbolismes. S'il avait obtenu le ticket pour son anniversaire, ou avec l'argent de son papy, les enfants se seraient imaginé que les choses arrivent toujours au moment où on voudrait qu'elles arrivent. Or, le hasard a beaucoup plus d'impact sur nos vies que ce genre de symbole. Charlie est l'enfant idéal, à la fois conscient de la réalité autour de lui et rêveur, généreux et altruiste. Il partage son chocolat d'anniversaire, ne fait pas de crise quand il est déçu, et sait apprécier le peu qu'il possède. Mon problème principal avec Charlie et la chocolaterie, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de but. En ce sens, j'estime que Charlie est clairement un film pour enfants. Attention, ça ne veut pas dire que les adultes ne peuvent pas aimer, mais pour ce faire, ils doivent voir le film avec les yeux d'enfant, ou se remettre dans un état un peu nostalgique. Et il vaut mieux avoir des yeux d'enfant en regardant ce film parce que certaines choses sont assez... étranges. Mais qu'est-ce qui vous a fait cette vache? C'est horrible, c'est complètement sadique. Augustus, how did you celebrate? I eat more candy. Un enfant allemand, qui vit en Allemagne, se fait interviewer en anglais. Ah, il mange des larves, c'est caca. Et puis franchement, Charlie et la chocolaterie n'est que le niveau bonbon de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et la comparaison est cohérente puisqu'il s'agit de comparer les décors qui ont été créés par Burton dans les deux cas. Après la disparition de chaque enfant, le film nous gratifie d'un clip musical mettant en scène les Oompa Loompas qui sont tous joués par Deep Roy. Chacun dans un style différent, raccord avec la pièce où a lieu l'action. Je ne trouve pas qu'elles soient particulièrement agréables à l'oreille, ni qu'elles apportent quoi que ce soit à l'histoire. C'est un peu tout le problème que j'ai avec Charlie et la chocolaterie, l'absence d'intérêt de plusieurs séquences. Mais au final, c'est ce que voulait Burton. C'est même Charlie qui le dit dans l'ascenseur. Why is everything here completely pointless? Candy doesn't have to have a point. That's why it's candy. Et c'est bien ça Charlie et la chocolaterie, un gros paquet de bonbons rempli de choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Les chansons des Oompa Loompa, les séquences elles-mêmes, les personnages presque. J'ai envie de dire, même Charlie ne sert à rien. En fait, si le film se sert de lui pour démarrer son histoire, à compter du moment où Willy Wonka apparaît à l'écran, il vole complètement le film. Charlie n'a même pas le droit à quelques gros plans et se perd totalement dans le cadre, il passe inaperçu. Si le film devait vraiment être centré sur lui, ses réactions seraient mieux montrées, il y aurait plus de répliques. De plus, nous ne devrions pas pouvoir voir les flashbacks de Wonka puisqu'ils sont dans sa tête. La raison pour laquelle Wonka est le personnage principal me paraît assez simple. Son personnage fait totalement écho à celui d'Edward aux mains d'argent et à Burton. L'artiste qui faisait rêver le monde, que la froide logique d'un monde commercial a meurtri, et qui a fini par se réfugier dans son univers à lui, à l'abri des souffrances. La différence tant que cette fois, le chemin de Wonka est de revenir légèrement vers le mainstream. Ce qui n'est pas bon signe.